Bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle session de formation au trading algorithmique. Donc nous sommes le jeudi 25 avril 2019 et donc je vous propose d'assister au dernier volet de cette formation qui traitera des screeners. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image? Et nous allons je vais poster quelques messages et nous allons commencer dans quelques secondes. Bienvenue à tous, vous pouvez prendre place, la formation va bientôt commencer. Ok, tout fonctionne. Alors j'espère que ça va durer. On a eu quelques petits soucis à la dernière formation sur le backtest. Alors je vous le dis honnêtement, c'est la première fois que j'ai eu ce type d'erreur. J'en ai discuté avec des personnes qui comme moi utilisent la plateforme depuis très longtemps. Ils n'ont jamais eu cette erreur là. Donc voilà, c'était vraiment pas de chance. J'ai mis pas mal de temps avant de dépanner, hein, puisque le soir même, il a fallu que je cherche pendant un bon moment et ça n'a été rétabli que tard dans la nuit. Voilà, donc c'est pas une panne anodine. Donc veuillez encore une fois m'excuser hein, pour l'attente hein, qu'a généré cette petite erreur. Mais c'est un petit peu ce que je vous expliquais aussi en début de session par rapport au trading algorithmique, c'est que on se simplifie certaines choses, mais on se rajoute des contraintes dans le sens où on a justement toute cette partie technique à gérer qui fait que on a parfois des bugs et que on doit faire face à certains impondérables. Allez, nous allons commencer donc cette dernière session de formation. Donc aujourd'hui, la session va être dédiée au screener. Alors c'est une forme d'indicateur assez particulière dont nous allons voir qu'elle peut être pourtant très utile. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi ce type d'indicateur est moins utilisé. Car il a des gros avantages en termes de détection, en termes de visibilité, mais aussi il a un inconvénient majeur que nous allons aborder dans ce chapitre. Voilà, donc avant tout, je tiens à dire bonjour à tout le monde, donc bienvenue, merci pour votre fidélité, hein, tous ceux qui suivent donc c'est l'ensemble de cette formation en direct. Donc bonjour Gilles, Pascal, Mamba, Romain, Xavier, Charles, Lucius et tous les autres. Allez, nous allons donc commencer avec les informations légales. Alors avant que l'on commence et le temps que vous lisiez ces informations, si certains d'entre vous ont des questions sur le précédent ah alors attendez, je crois qu'il y a une petite erreur. Oui, il y a une petite erreur. Donc si certains d'entre vous ont des questions par rapport
à la formation et notamment à la session précédente, eh bien vous pouvez les poser. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc en quoi consistent les screeners. C'est voilà, comme je vous l'indiquais, donc c'est en fait c'est des indicateurs qui sont assez peu utilisés et nous allons voir pourquoi. Alors, donc un screener, c'est un indicateur qui scanne une configuration de marché sur plusieurs actifs. On le trouve aussi sur certaines plateformes sous le nom de scanner. D'accord, scanner ou scanner en fonction de si on est sur des sites plutôt anglophones ou francophones. Bon, c'est tout simplement un outil qui va scanner le marché avec donc certaines conditions prérequises. Donc un screener, il permet de vérifier une configuration sur plusieurs actifs et dans plusieurs unités de temps. Il consomme en général plus de ressources qu'un indicateur simple. Un exemple de scan, d'accord ? Si par exemple vous essayez de scanner 10 sous-jacents sur 9 unités de temps différentes, un petit peu comme le screener que je vais vous montrer, et bien en fait en termes de ressources logicielles et matérielles, c'est comme si vous installiez une plateforme MetaTrader 4 avec 90 indicateurs. D'accord ? Parce qu'en fait, si vous avez une configuration qui va par exemple scanner une condition sur un seul indicateur, eh bien en fait c'est comme si vous installiez cet indicateur 90 fois, c'est-à-dire sur 10 sous-jacents sur 9 unités de temps différentes. Je vous rappelle qu'on a 9 unités de temps sur la plateforme MT4. Et donc c'est comme si vous installiez 90 fois cet indicateur. Imaginez par exemple que vous ayez un ensemble de conditions qui vous scanne le marché sur 10 sous-jacents, 9 unités de temps, mais avec 3 ou 4 indicateurs, et bien en fait, si par exemple vous avez 4 indicateurs avec des conditions logiques, ben en gros c'est comme si vous aviez une plateforme avec 300 indicateurs sur la plateforme. Donc là en fait en termes de ressources, c'est là que par exemple le fait d'avoir un VPS peut vous permettre justement d'allouer des ressources justement à la plateforme, parce qu'en fait quand vous avez un PC qui tourne, dès que vous allez lancer une autre tâche, eh bien ça va dédier des ressources à cette tâche. Alors soit vous avez un PC dédié, il y en a qui le font, moi j'ai connu des gens qui avaient un PC avec juste une MT4 installée et même plusieurs MT4 et puis qui déroulaient sur un multi-écran pour avoir effectivement énormément d'informations. Ou alors, effectivement, vous pouvez utiliser un VPS, car comme on l'a vu notamment dans les contraintes matérielles, tout ça c'est des choses qui ont été vues dans les cours précédents, et bien selon le VPS que l'on utilise, on va pouvoir dédier un certain nombre de ressources à cette plateforme. C'est assez simple à faire, et on pourra, en fonction de la demande, avoir plus de performance, et puis avoir une performance suffisante pour faire tourner justement ces plateformes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous avez sur une même plateforme des indicateurs, des screeners et des expert advisors qui tournent, ça va vous générer énormément de besoins de ressources en performance. C'est-à-dire que vous allez vraiment il va vraiment falloir avoir une machine qui soit qui en termes de ressources vous offre les ressources suffisantes. Alors, maintenant qu'on a vu ça, un screener, comment ça fonctionne? Donc en fait, vous allez définir une fonction avec un indicateur et vous allez lui demander de vérifier sur divers sous-jacents, diverses unités de temps, cette configuration. Et cette configuration, vous allez lui demander de vous la faire ressortir d'une manière visuelle distinctive. Donc un screener, je vous en ai préparé un, d'accord.
En termes d'exemple, eh bien, on va le voir tout de suite. Donc c'est un screener que j'ai adapté. Alors j'ai pris une base en fait que j'ai trouvé sur internet et je l'ai adapté. Bon, j'ai un peu simplifié le codage et bon, je l'ai modifié aussi pour qu'il nous donne une certaine idée de ce que ça pouvait être. Donc là, on est revenu sur la plateforme de la précédente fois. J'espère qu'elle ne va pas replanter cette fois-ci. Voilà donc par exemple ici le screener que l'on a. Donc on voit ici les sous-jacents ici. Donc là je l'ai limité à 10 sous-jacents. Ok, donc les principales paires majeures. Et on a ici les 10 unités de temps. Ok, donc là comment dire, le screener que l'on a, il scanne une fonction qui est très simple. C'est-à-dire qu'en fait il scanne sur tous les sous-jacents les sorties de bande de Bollinger. C'est-à-dire il nous indique les sorties de bande de Bollinger sur différents sous-jacents. Donc ce qui peut être intéressant par exemple sur ce screener, c'est ce type d'information là. Vous voyez où on voit ici, où on a plusieurs ici carrés simultanés en vert. C'est-à-dire qu'en fait on est vert quand on sort, quand on passe sous la bande de Bollinger inférieure. Donc ce qui pourrait être considéré comme un signal d'achat, on verra que ce n'est pas toujours vrai. Et on est rouge lorsque l'on passe au-dessus la bande de Bollinger supérieure, ce qui, bon, après le signal, on peut l'interpréter quand on veut. Et donc par exemple, là, ça peut nous permettre de détecter ce genre de configuration. Effectivement, si on revient à un affichage de graphe et que l'on va sur l'EuroGBP, voilà, on peut constater que, eh bien, en UT15, en UT30, en unité H1 et en unité H4, eh bien on a, alors là, plus en H4, mais on est ici sur des mouvements avec des excès baissiers. Vous voyez, donc ça peut nous donner des informations. Le fait que sur ces 3 unités de temps, par exemple, on soit sous la bande de Bollinger inférieure, comme nous le sommes ici, eh bien ça peut donner des indications particulières. Alors sans vous donner le détail de ce qui fonctionne sur mon PC, j'ai ouvert le gestionnaire de ressources et vous voyez en fait là au niveau de la mémoire vive, donc sur ce PC j'ai 32 Go de mémoire vive et c'est un processeur qui tourne à 4 Go donc avec 8 cœurs. C'est un processeur qui est assez haut de gamme, qui est normalement fait pour du gaming, etc. Vous voyez qu'en termes de performance, notamment au niveau de la mémoire vive, là on a énormément d'utilisation, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du maximum. En termes de processeur, on a encore de la place, mais vous voyez que là j'ai plusieurs plateformes qui tournent. J'étais obligé d'en fermer pour commencer ce webinaire. Mais vous voyez que voilà, ça c'est un petit peu... là il y a le fait que le screener soit en route, eh bien ça justifie le fait que l'on ait énormément de ressources, besoin de ressources sur cette machine. Donc, ce screener, il va nous détecter ça, hein. On va revenir sur la vue que nous avons ici. Donc on voit ici sur l'EuroGBP, eh bien que nous avons ici, ouais voilà, donc en H4 on ne dépasse pas, on dépasse en M5, M15, M30, et 1 heure. Donc ça peut nous donner des configurations. On voit aussi qu'on a une configuration ici sur l'euro-yen. Donc on peut aller voir sur l'euro-yen. Alors normalement, je dois les retrouver en dessous. Voilà. Si je me mets ici sur l'euro-yen, on voit ici qu'on est sur un mouvement baissier assez fort. Vous voyez? Donc ça, ce genre de screener, ce qui est intéressant, c'est que il peut nous permettre justement d'un coup d'œil comment dire, de détecter des configurations qui sont assez intéressantes. Là, si par exemple vous jouez les configurations de surachat, survente, eh bien vous voyez qu'avec le screener, on a détecté tout de suite ici cette configuration sur plusieurs unités de temps. Donc c'est ça qui va être intéressant dans le screener, c'est qu'on va pouvoir lui assigner un certain nombre de conditions, et donc il va aller vérifier ces conditions sur toutes les unités de temps et sur tous les sous-jacents sur lesquels on va lui demander. D'accord? Donc, hop, je vais revenir sur le screener. Voilà. Le screener, en fait, lorsqu'on va ouvrir au niveau de ses réglages, voilà, là celui-là il est fait comme ça, donc on peut par exemple changer, bon ça c'est les couleurs du texte, donc le texte en haut, en bas, en fonction de si on le met sur fond noir ou sur fond vert, les couleurs des carrés, ici rouge, gris, vert, et puis donc les graphiques, donc ça c'est le positionnement
sur le graphe, c'est-à-dire qu'en agissant ici, ces paramètres, c'est purement graphique, eh bien on va pouvoir grossir ou réduire ce screener. Et puis ici, on va par exemple choisir les sous-jacents, et ici, les symboles. C'est-à-dire qu'en bas, on va pouvoir changer les symboles que l'on a, et se dire, bon ben voilà, je veux, par exemple, si je veux le pétrole ou l'or, eh bien je vais pouvoir le mettre, sachant qu'il faut à chaque fois rentrer la valeur telle qu'elle est inscrite ici. Vous voyez, par exemple, là c'est marqué USD JPY. Si on veut aller sur le Bitcoin, il faudra qu'on l'écrive comme ceci, BTC USD. C'est-à-dire, si vous êtes chez un autre broker que le sous-jacent a un autre nom, il faudra le rentrer exactement de cette manière. Le gold, par exemple, il est symbolisé chez certains brokers XAU USD. Et bien là, par exemple, chez ActiveTrade, il est représenté sous la forme gold. Donc, il faudra le rentrer exactement de cette manière. Ok, voilà. Et donc là, total symbole. Donc, normalement, c'est quelque chose qui peut se calculer en interne. Mais bon, je l'avais ressorti un petit peu d'un côté pratique pour faire des essais. Ok, donc voilà, le genre de screener, ce que ça peut donner. Alors, attendez, je regarde les questions. J'ai de longue ubiquité. Dans machine. Vraiment, merci beaucoup Gilles pour le partage. C'est un service ActiveTrade, merci. Gilles, Sicile, bien sûr. Web screener, tu me diras. Screener, on peut. Ça ne marche pas chez moi. Et c'est sur indicateur. Je comprends pas bien ce que tu veux dire, Gilles. Alors, donc bon, s'il n'y a pas de questions là-dessus, ce que je vais maintenant vous montrer, comme c'est quand même un cours de programmation. Alors, je ne vais pas vous apprendre à programmer un screener parce que c'est assez particulier, mais je vais vous montrer comment il est codé celui-ci. Alors, par rapport donc au screener que l'on a, donc c'est un indicateur qui fonctionne dans une fenêtre séparée. Ok, donc ça c'est toute la partie classique que l'on a sur tous les screeners. Là, la partie setup, c'est si on veut externaliser la partie conditionnelle. Donc là, je suis en train de réfléchir pour voir comment on peut la faire rentrer ici. On peut aussi définir plusieurs indicateurs et des niveaux par exemple, assignant des dépassements. Donc ça, on va en discuter, mais ça pourrait être éventuellement quelque chose que je pourrais rajouter au screener. Donc là, c'est les couleurs telles qu'elles sont rentrées. Là, c'est les placements. Donc c'est le paramétrage que l'on voit qui est visible sur le panneau de réglage. Donc là, les unités de temps que l'on voit aussi dans le panel de réglage. Et ensuite, on a ici les sous-jacents que l'on peut définir par défaut. Alors ensuite, on a donc notre déclaration de variables avec des strings, des externes INT. Donc celle-là, INT pourrait être ici ne pas être en externe. Alors là, c'est tout un... Je remercie d'ailleurs une personne qui est présente qui m'a fourni cette suite de données. C'est pour, lorsque l'on a le screener, pour pas avoir, comme j'ai moi sur certains graphes, le graphe qui se trouve juste au-dessus. En fait, ça permet de laisser le screener sur une fenêtre dans laquelle il n'y a pas de graphe juste au-dessus. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment. Donc les indicateurs short name, donc là on rentre vraiment dans la définition des short names que l'on utilise. Alors ce qui est intéressant dans le screener, c'est toute la partie qui arrive en dessous. C'est-à-dire que en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir donc une position X. Donc les positions X, c'est les positions qui vont dans le sens de gauche vers la droite, et les positions Y, c'est ce qui va du bas vers le haut. D'accord ? Donc on va définir une première position X, et ensuite ce qu'il va falloir, eh bien, c'est dire au premier carré, eh bien, tu te trouves à tel endroit et tu vas t'allumer à tel endroit. Et donc ensuite vous voyez qu'on va calculer ici pour toutes les unités de temps. Donc là tous les paragraphes sont les mêmes. D'accord ? C'est-à-dire on a if M1 égale true, c'est-à-dire si on a défini l'unité de temps M1 ici sur vrai, à savoir à vérifier, on va faire ici, donc on va définir un objet, d'accord, avec les couleurs d'objet et les textes qui sont assignés. Ensuite, on va incrémenter les positions. D'accord ? C'est-à-dire que là, on va rajouter un espace vertical. Donc, hop, on va repasser à côté. Non, un espace horizontal, pardon, vertical. Donc, on va empiler un premier carré.
Ensuite, on va empiler un deuxième carré. Et ensuite, on va empiler un troisième carré, etc. jusqu'à temps qu'on arrive sur l'unité de temps mensuelle, qui est la dernière unité de temps. Donc en fait, là, tous les paragraphes sont les mêmes pour donc les unités de temps. Donc on a période M1, période M5, d'accord? Et donc on va avoir toutes les unités de temps qui seront codées de la même manière, d'accord? Jusqu'à la périodicité mensuelle. Et une fois qu'on aura fini ça, eh bien tout simplement, là, on termine la boucle, on retourne au-dessus et on passe au sous-jacent suivant. D'accord? C'est-à-dire là, on passe au prochain sous-jacent. Et donc, on va vérifier tout ça. Ensuite, là, on a la définition donc, de nos zones. Donc ça, c'est la définition des infobulles et des inscriptions. Donc ça, en fait, c'est la manière dont est inscrit le carré. Donc j'ai été chercher une écriture, donc c'est GG, deux fois la lettre G, en classe 15, sous la police Webdings. C'est ce qui permet d'avoir un carré plein. D'accord ? Là, vous avez donc les colors, Xname et YName. Ensuite, vous avez l'inscription des abscisses, c'est-à-dire les abscisses, c'est les sous-jacents qui sont sur la partie basse, et l'inscription des ordonnées, qui sont donc les unités de temps sur la partie verticale. Et donc, à la fin, on définit les conditions. Et donc là, vous allez le voir, eh bien, tout simplement, les conditions, elles sont définies ici. Donc, on a indicateur 1, c'est... donc, j'ai repris la même nomenclature que sur les Expert Advisor, à savoir un indicateur 1, un indicateur 2, le prix, et ensuite les conditions. D'accord? J'ai fait red condition, green condition. D'accord? Et si c'est 1, on est sur la green condition. Si c'est moins 1, on est sur la red condition. Et si c'est 0, on est sur la condition neutre, qui est donc grise. Et donc là, voilà. On définit l'indicateur 1, c'est la bande supérieure de Bollinger. D'accord? Donc là, à chaque fois, on récupère le scan symbole de la boucle, le scan UT de la boucle, les paramètres ici de la bande de Bollinger, le price close, donc prix en clôture, donc prix en direct, et ensuite mode upper, c'est-à-dire là c'est la bande de Bollinger supérieure. Double indicateur 2, c'est la bande de Bollinger, toujours du même symbole, toujours de la même UT, mais de la mode de l'inférieur à basse. Le price, c'est tout simplement le prix de clôture. D'accord, c'est la fonction eClose que l'on a déjà vu avec scan symbole, scan UT, et donc c'est le prix en temps réel, donc 0 de la bougie en cours. La condition ici, red condition, price supérieur à indicateur 1. D'accord, donc là c'est rouge si le prix est supérieur à la bande de Bollinger supérieure, c'est vert si la condition est inférieure à la bande de Bollinger inférieure. Ok, et donc là on met, si la condition est bonne, on met dans la fonction résultat-0, la fonction 1, moins 1 ou 0, c'est-à-dire que 1 ici on est sur une lumière rouge, ici moins 1 on est sur une lumière verte, et 0 on est sur une lumière grise. Et donc on a fini notre indicateur. Alors c'est un indicateur qui est un peu différent dans le sens où on n'a pas les containers, mais ce qui est vraiment particulier, c'est le fait ici que l'on doive boucler toutes les conditions. Alors même je pense que le H4, D1, etc., ça doit pouvoir s'écrire autrement, mais j'ai pas eu le temps de chercher pour voir comment on pouvait l'écrire avec une boucle, pour n'avoir qu'à écrire qu'une seule, une seule fois cette condition, mais dans une boucle ici qui va chercher toutes les unités de temps. Ça doit être possible, mais j'ai pas eu le temps de me creuser la tête pour voir comment on pouvait écrire ça. Mais vous voyez qu'en fait, on va faire donc ces calculs. À chaque fois, donc, on va aller chercher ça, on va aller chercher le calcul de l'objet, et donc on va ramener les variables pour toutes les unités de temps et pour tous les sous-jacents. Donc ça va prendre énormément de temps de calcul, hein, ce type d'indicateur, et donc ça peut être assez gourmand en termes de ressources. Vous voyez ? Mais en fait, en termes de structure, c'est relativement simple. Après, il faut bien faire attention à comment on incrémente les boucles, etc. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quand on change les couleurs, les grosseurs des traits, on a un onglet enregistrement. Moi, il ne veut pas garder mes modifs. Alors, Gilles, est-ce que tu...
C'est bizarre parce que ce screener-là, je ne l'ai pas encore partagé. Donc de quel screener tu parles? Parce qu'après, moi, celui-là, il est programmé comme ça. Si par exemple, ici, si je mets par exemple, là, si je vais dans les paramètres, lisser les indicateurs, que je double-clique et que là, par exemple, je mets la couleur, je sais pas moi, bleu. Je fais OK. Voilà. Voilà, les carrés sont transformés en bleu. Là, moi, ça a modifié ces couleurs-là. D'accord? Donc après, tous les scanners ne sont pas construits sur le même genre. Il y a des scanners dans lesquels ici, vous avez des inscriptions qui peuvent intervenir. Là, ce que j'ai voulu, c'est vraiment quelque chose de très... c'est relativement simple, mais visuellement, c'est assez lisible, quoi. Donc là, on va retourner sur le... Alors le Lime, il est pas mal aussi. Voilà, il est assez visible. Voilà, vous voyez qu'il met un certain temps de réflexion quand même. C'est-à-dire que le temps, rien que le fait de changer une couleur, il s'éteint et puis il revient. D'accord? Donc là, vous voyez toutes les inscriptions qu'on a là, eh bien, c'est des boucles, hein. Là, c'est la boucle verticale où on affiche les unités de temps. Vous voyez qu'il y a des infobulles à chaque fois. Et là, ce sont les. Et donc, à chaque fois qu'on se met sur une infobulle, par exemple, là, il inscrit scan EuroGBP M30. D'accord? Ça veut dire qu'on est sur le M30 donc de l'EuroGBP, sur le 30 minutes. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous avais dit hein, que le cours sur le screener serait un peu plus rapide, puisque bon, c'est quelque chose qui est un peu plus simple à comprendre. Maintenant, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on... Alors, j'espère que ça ne me fera pas comme la dernière fois, mais qu'on modifie légèrement les paramètres du screener pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes d'information. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Mais voilà ce que l'on peut faire donc avec ce type d'indicateur. C'est très peu utilisé, justement parce que en fait, le principal problème des screeners, c'est que si on veut l'utiliser par exemple sur une dizaine de sous-jacents, si on commence à additionner plusieurs conditions, eh ben, ça va vite devenir très gourmand en ressources, hein. Donc là, c'est assez embêtant. Un gros avantage par contre, c'est qu'on n'a pas à gérer la boucle de toutes les valeurs d'indicateurs qui ont déjà été calculées. On peut se permettre de faire du calcul en temps réel. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que par exemple, à un moment où vous allez avoir une stat qui va être diffusée, vous allez avoir énormément de ticks qui vont arriver. Et bien en fait, ces nombres de ticks va augmenter le nombre de boucles que l'on va générer. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un tick, eh ben le programme il va aller calculer l'ensemble des boucles, hein. Et donc, par rapport à ça, là vous voyez que ce screener, il est posé ici sur un sous-jacent. Et donc ce qu'il faut, c'est que ce sous-jacent ici, il cote le plus longtemps possible. Donc là, il est mis sur un euro-dollar parce que c'est celui qui reçoit le plus de ticks. Parce qu'en fait, à partir du moment où l'euro-dollar ici ne reçoit plus de ticks, eh ben, le screener, il va rester figé. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut le mettre sur un sous-jacent dont on est sûr qu'il code tout le temps. Si par exemple, vous le posez sur le CAC 40, bah, à partir de 22 heures, votre screener, il ne sert plus à rien. D'accord ? Alors, le screener, il faut le poser sur chaque graphique que l'on met à l'écran. Non, surtout pas. Là, l'avantage, c'est que justement, vous pouvez le poser sur l'euro-dollar, mais en étant sur l'euro-dollar, là, vous voyez, il va scanner l'USD-CAD, l'USD-CHF, l'USD-JPY. On ne le pose qu'une fois. Déjà, je vous dis qu'il utilise beaucoup plus de ressources qu'un indicateur normal. Si vous le posez sur 10 graphes, là, votre plateforme, vous l'allumez, vous allez vous faire un café et quand vous revenez, vous avez bu votre café, elle sera peut-être en route. Non, non, c'est très très lent, hein. C'est très très lent. Et alors j'avais essayé MT5 à un moment avec des indicateurs perso qu'on m'avait traduits. Déjà, je trouvais que ces indicateurs perso étaient très longs à se mettre en place. Donc j'ose même pas imaginer un screener sur MT5 en fait. Alors la fonction enregistrement pourra reprendre les modifs sur un autre graphe.
La fonction enregistrement pour pouvoir reprendre mes modifs. Alors, je crois savoir de quoi tu parles, Gilles. On abordera ça dans les questions générales juste après. On termine là sur les screeners. Je vais peut-être vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir de différent en termes de paramètres. On y reviendra après. Alors, est-ce le code est assez pédagogique avec beaucoup de commentaires si on veut travailler sur le code et le modifier? Alors, ce code-là, je le partagerai pas parce que ce que je voudrais faire, en fait, c'est une base de screener donc, que vous pouvez utiliser. Par contre, ce que je partagerai éventuellement, c'est une bibliothèque affiliée pour que chacun puisse entrer ses propres conditions. C'est-à-dire, en fait, la base de screener resterait la même, et ensuite, vous auriez une petite bibliothèque à côté sur laquelle vous pourriez définir vos conditions. Là, on est sur 3 conditions, c'est-à-dire on a un rouge, un vert, un gris. On peut définir énormément de conditions, hein, en fonction de la valeur d'un sous-jacent. On peut définir autant de conditions, enfin de résultats qu'il existe de couleurs dans la plateforme. Donc là, pour l'instant, ce screener, moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu comme les indicateurs et le petit robot non, pas le robot, comme l'indicateur et le script que je vous ai partagé. C'est un code, un screener que vous pourriez essayer sur la plateforme ActiveThread, donc sur une plateforme démo. C'est comme un indicateur, exactement. Pour info, il existe une fonction onTimer qui permet de s'exécuter sans tenir compte du tic. Oui, effectivement, on pourrait aussi le faire comme ça. Merci Phi, mais dans l'indicateur, il y a un onglet enregistre où tu mets ton nouveau. Et quand tu le rappelles, les modifs ne sont pas gardés. Je crois savoir de quoi tu parles. On en reparle après, Gilles. Alors, à titre donc expérimental, est-ce que vous voulez que l'on essaye un autre paramétrage de screener au lieu des bandes de Bollinger? Sachant que là, c'est très simple, il suffit de définir des nouvelles conditions ici. Si Lucius, recalculé en l'absence de nouveau tic, ça peut servir notamment si le sous-jacent sur lequel tu poses ton screener, il est inactif pour une raison ou une autre. C'est-à-dire, on ne sait jamais, il y a un problème, on n'a plus de tic qui arrive sur l'euro-dollar, ben on a quand même des valeurs qui peuvent se rafraîchir sur les autres sous-jacents. On aura donc à la fin de la formation un squelette de screener pour pouvoir travailler dessus et s'exercer. Non, vous aurez un screener. Le screener, il sera en code fermé. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement du screener en lui-même, il sera en mode fermé. Ce que vous pourrez éventuellement changer, c'est les conditions que vous pourrez rentrer dans le screener. Le code, il sera en 2 parties. Faire une boîte de 8h à 9h30 et détecter les sorties de box. Je vois quel type de stratégie tu veux parler. Alors, pourriez-vous nous faire un code sur la position et sortie via le retracement de Fibo? Alors ça, c'est assez compliqué, le retracement de Fibo, parce qu'il faut utiliser un codage qui détecte les points hauts et points bas. Alors, ça peut se faire, sauf que alors l'idée, j'avais déjà essayé de coder un truc comme ça. L'idée, c'est d'utiliser un indicateur tout fait tel que le zigzag par exemple, hein, parce que le zigzag il le fait très bien, ça il détecte, sauf que c'est un indicateur qui repeint, et donc en termes de prise de position, on se rend compte que c'est assez compliqué à gérer en fait en temps réel. Screener EMA et SMA. Alors, il y a aussi le type de screener qu'il est aussi possible d'utiliser avec ça. Je vais vous montrer comment on peut le faire rapidement. C'est en gros le screener, c'est-à-dire toute la partie affichage du screen resterait privée. Mais par contre, ici, il y aurait une possibilité de gérer ici les conditions. Par exemple, gérer les conditions de surachat-survente sur un RSI.
D'accord? Donc ça, là, moi, j'avais fait, par exemple, le premier test, c'était est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à la moyenne mobile 20. Tiens, d'ailleurs, il y avait une EMA, une SMA. Donc voilà, là, ce que je vous propose, c'est par exemple, alors, donc on va faire un double indicator 1 égal. Donc si par exemple vous préférez quoi, RSI ou RSI ou screener qui connaît un site web. Je sais pas si ça se fait les screeners par. C'est très compliqué à trouver. Hein. Les codes de screener, c'est très compliqué à trouver. Je sais pas si ça se fait par builder. Si quelqu'un a un lien, il peut le mettre. Donc par exemple ici, si on tape IRSI, donc on est toujours sur. Donc là on n'a pas. Alors on est sur scan symbole. Pour définir donc le symbole, là on fait pas nul, hein, sinon on va scanner que le sous-jacent sur lequel on est. Ensuite on a le scan UT. Ensuite on a la période du RSI, donc la période du RSI c'est 14 par exemple. Le prix c'est le price close. Ok. Et on va mettre un 0. Ensuite on met notre point virgule. Là, on va copier notre code pour avoir la deuxième ligne. Et on va faire indicateur 2. Ah ben non, l'indicateur 1, c'est ça. Ensuite, on va définir des levels. D'accord, donc là, en fait, on va faire CTRL Z. Le prix, on s'en servira pas. Et par exemple, on va faire double. Level 1 est égal à 30 pour le RSI par exemple. Et ensuite, on va laisser un double, non, on va mettre un INT. Voilà. Et ensuite, on va mettre un INT level 2 est égal à 70. Ok, donc ensuite, au niveau de notre red condition et green condition, ça va être différent. Donc la red condition, ça va être par exemple si donc on est survendu si on est inférieur à 30. Donc red condition c'est égal à indicator 1 inférieur à 30, à donc level 1. Et donc, j'ai oublié là, c'est indicator 1, level 1. Ouais, c'est bizarre que ça reste affiché comme ça. Bon, on verra bien en indicator 1. Supérieur à level 2. On va voir ce que ça donne, point virgule. Bon, a priori à la compilation, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va aller regarder ce que ça donne sur la fenêtre. Donc là, on voit par exemple que sur le GBP JPY, on est ici donc survendu. Donc GBP JPY, est-ce que je l'ai? Alors normalement, il y a possibilité en cliquant par exemple sur une case d'ouvrir le GBP JPY, mais je l'ai pas codé celui-là. Donc GBP JPY. Au niveau du RSI, on va l'intégrer. Donc on va chercher ici les indicateurs RSI. Ah non, il y a un problème là. Ah oui, mais alors attendez, quelle unité de temps?
GBP, JPY en H1 et H4. Donc en H1, effectivement, on est sous les 30. Et en H4. Voilà, on est sous les 30 aussi. Donc voilà, ce genre de détection que ça peut faire. Donc en fait, le screener ici, le screener donc qui j'espère sera disponible. Il faut que je trouve comment justement séparer les paramètres en externe. Vous auriez donc une base d'affichage ici qui serait commune. Et ensuite, vous auriez une base éditable sur laquelle vous pourriez éditer. Donc dans ce format, avec les connaissances que je vous ai données, eh bien vos conditions simplement. C'est-à-dire que vous, en fait, vous n'auriez pas à gérer toute la partie boucle, etc., qui est honnêtement assez pénible à écrire. Vous auriez juste ici cette partie condition. Là, vous voyez, j'ai commenté, c'est pour pas garder mes réglages pour les reprendre facilement. Mais là, vous voyez qu'avec un peu de connaissance, c'est quelque chose qui peut se coder d'une manière assez rapide, la manière dont je vous l'ai montré, sur le graphe. Et donc là, par exemple, si je veux avoir des zones variables, si par exemple je veux que mon level 1 et mon level 2 soient différents, je peux tout simplement copier mes lignes ici, remonter ici dans la partie setup, coller mes lignes, ok, là je mets externe devant, voilà, externe level 1, level 2, ok, donc là ça sera dans le paramètre de base, et ici je redescends dans mon code. Comme mes paramètres sont déjà définis, il va falloir que j'enlève ici, ben là les IntelLevel 1 et IntelLevel 2 définis, je peux les commenter par exemple. Alors, ben, voilà. Là par exemple je peux les commenter. Là comme ici je viens chercher mon indicateur 1, ici level 1, level 2, je viens le conditionner là. J'ai plus besoin de rappeler ces valeurs ici. Et ici, si je compile, voilà, si je retourne dans mon graphe ici et que je vais chercher les paramètres de mon indicateur, je retrouve ici mes deux levels. Voyez. Et là, par exemple, eh ben, si je veux avoir quelque chose de plus sensible, que je veux du 20 et du 80, par exemple. Voilà, là vous voyez, c'est le temps qui recalcule tout. Voilà, on a beaucoup moins de conditions. On pourrait même dire par exemple, eh bien tout simplement sur ce RSI, je veux avoir un RSI par exemple 10. Donc là, je vais rajouter une variable qui s'appellera RSI période, ok, que je vais définir dans les paramètres. Ici, je vais mettre externe int, donc je l'ai écrit comme ça, période égale 14. Je mets mon point virgule. Ici, je compile. D'accord. Quand je retourne dans mon code, ici, si j'exécute ici, si je vais chercher les paramètres de mon indicateur, je retrouve ici mon RSI période. Si par exemple je veux un RSI 10, eh bien, j'ai plus qu'à changer. Là, il va faire le recalcul et je retrouve des paramètres personnalisés. Voilà. Et donc là, GBP JPY, on voit que on a un RSI qui est bas, donc on doit avoir quelque chose d'assez baissier sur le GBP et JPY. Hop. Voilà, on a quelque chose d'assez baissier sur les hautes unités de temps. Donc il faut bien penser qu'on doit être ici en RSI 10. Hein. Alors c'était sur ces périodes-là. Voilà, là on est en dessous de 30. Là on est en dessous de 30 aussi. Là on est en dessous de 30. Voilà. On peut aussi définir des croisements. C'est-à-dire que là, dans mon code, si j'ai ici des conditions où je dis il est en dessous,
au lieu de dire ici il est en dessous, je pourrais dire bah, je vais calculer mon RSI sur la bougie d'avant, je regarde mon RSI sur la bougie actuelle et je dis bah, par rapport au level 1, si le prix d'avant était au-dessus et que le prix actuel est en dessous, on a un croisement, donc j'envoie une alerte. Ça, c'est aussi possible. Alors, c'est un peu plus de lignes de code ici, mais c'est tout à fait possible, justement, dans ces conditions, justement, à partir du moment où on définit ces variables, de définir des croisements ou des choses plus avancées. Alors, commande plus haut, plus bas, c'est SMT5. Pour le moment, pour le screener, j'utilise Zone Bourse, mais c'est plus pour les actions. Est-ce qu'un screener peut être lié à un EA? Le EA, en fonction de ce que lui détecte le screener, va aller prendre des positions sur la paire de devises détectée. Une sorte de EA dynamique. Ça doit être possible. Je suis en train de... J'avais jamais pensé à ça. Ça doit être possible, effectivement. Pour moi, c'est même pas la peine d'aller faire un screener. Parce qu'en fait, le screener, ça va être intéressant pour faire du semi-automatique. Hein, rappelez-vous ce que je vous expliquais sur le semi-automatique. On a un signal visuel et on le transforme en action manuelle. C'est-à-dire c'est le trader qui décide ou pas de prendre la position. À partir du moment où on décide d'automatiser l'ordre, on n'a plus besoin d'avoir le visuel. D'accord? C'est-à-dire que toute la partie d'affichage, en fait, déjà, on peut s'en passer. Et ça peut nous faire gagner énormément de ressources système. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir un système de scan qui va aller voir sur chaque unité de temps, chaque sous-jacent, si la condition est valable. Et si la condition est valable, on prend une position. Mais là, on est purement sur un expert. Moi, je dis, quitte à faire ça, autant le coder un expert directement. Ça sera beaucoup plus... un expert advisor, c'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé, mais il y a une chose qui est intéressante que j'ai pas eu le temps d'aborder, c'est l'optimisation du temps de fonctionnement. Ok. Quand on fait un expert advisor, on a des conditions ici qui nous permettent de faire fonctionner l'expert sur par exemple un compte démo. On le fait fonctionner et on voit par exemple quelle est la boucle qui utilise le plus de process ou qui prend le plus de temps. Et on se rend compte que des fois, le fait d'aller calculer un RSI seulement par exemple quand l'expert est activé, est-ce qu'on a besoin d'aller calculer le RSI si l'expert n'est pas dans sa zone de fonctionnement parce qu'on est hors filtre horaire par exemple. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine architecture, c'est que on se rend compte que quand on utilise beaucoup d'algorithmes, en fait on a une gestion des ressources qui va faire qu'on va essayer d'optimiser donc notre algo pour les performances, comme on l'a vu au précédent chapitre, mais aussi pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est que l'algo, il boucle le plus rapidement et d'une manière la plus... en utilisant le moins... S'il y a des process inutiles, on va les déplacer pour qu'ils ne soient utilisés seulement que quand ils auront vraiment une utilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais voilà, en gros l'histoire c'est ça. Comment on choisit les paires à étudier? Ça, c'est purement arbitraire. Hein. C'est-à-dire que si toi, tu décides que tes configurations sont valables sur un certain type, si par exemple, tu décides de ne le faire que sur les indices, eh ben, tu vas mettre différents indices. Là, moi, j'ai pris des paires de devises, mais on peut très bien mettre des indices, on peut très bien mettre des matières premières, on peut faire beaucoup de choses. Antoine, tu peux coder ton EA avec les conditions qui détectent. Oui, voilà, c'est exactement ce que dit Fifi. Gilles, tu peux aussi optimiser un indicateur en ajoutant une variable dans l'optimisation au lieu de choisir expert conseiller. Tu déroules sur indicateur. Oui, c'est possible aussi. Fifi, quelle documentation pour apprendre à coder tu as? Aussi coder un screener qui t'ouvre une fenêtre pop-up avec une alerte. Plutôt que d'afficher le screener sera moins gourmand. Effectivement. Alors ça, effectivement, c'est intéressant. Il est possible, en fonction de la condition, eh bien, d'afficher une alerte. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir... là, il y a deux solutions. Imagine, on est ici sur cette plateforme. Alors, il faut que je retrouve ma plateforme. Voilà. On revient ici sur le screener. Là, imaginez, j'ai toutes ces conditions.
si c'est une condition de position que l'on demande. Ça veut dire que là, à chaque tick sur H4, on va avoir une alerte qui va être définie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors il va falloir définir une boucle pour que l'alerte ne soit définie qu'une seule fois. C'est possible aussi. Hein. Mais là, il va falloir vraiment rajouter des filtres. Le fait là d'avoir un screener, moi ce que je trouve intéressant dans le screener, c'est le fait d'avoir par exemple ces trois là alignés. Des fois, tout à l'heure quand je préparais la session, je crois que c'était sur l'EuroGBP, on avait plein de carrés comme ça alignés qui étaient au vert. Et donc là, quand on a une grosse configuration comme ça, quand on a un carré qui est isolé, on se dit, bon ben voilà, c'est un effet unité de temps. Mais quand on a toute une ligne de carré, on se dit peut-être que là, en fonction de la stratégie, eh bien, c'est possible qu'on ait une configuration qui soit intéressante. Ça peut être surtout intéressant, ça, pour donner les... Alors, en général, les screeners, c'est surtout des screeners de tendance, d'accord ? Parce que le fait par exemple d'avoir ici toute une bande rouge et puis en dessous toute une bande verte, ça veut dire qu'on a une consolidation court terme dans une tendance. Par exemple, on a une tendance baissière et on a un rebond technique ici en vert. Donc là, ça peut être un signal intéressant qui nous dit le fait d'avoir une tendance de fond baissière et un rebond technique en vert, est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour shorter? Donc là, en fait, l'aspect visuel, avoir plusieurs carrés alignés peut être intéressant. Vous voyez? Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit sur plein de carrés. Alors ça, je l'avais fait, c'est comme ça que j'avais codé le... On va revenir sur le codage de la moyenne mobile 20. Je vais vous montrer. Donc là, ouais, on va mettre SMA. Voilà. Alors, indicateur 1, indicateur 2. Donc, alors, attendez, on va commander ça. Je ne vais pas effacer pour l'instant. Donc, ici, j'ai mon indicateur 1, j'ai mon indicateur 2. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est juste au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 20 arithmétique. D'accord ? Donc, les levels, on n'en a pas besoin. Donc, rate condition, on va avoir besoin du price. Voilà. Donc, rate condition, c'est rouge si le prix est inférieur à l'indicateur là. Indicateur 1. Donc ici c'est donc price inférieur à l'indicateur 1, on met le point virgule, et ici price supérieur à l'indicateur 2. On va juste changer ici. Voilà, par exemple. C'est-à-dire la tendance, elle est haussière, elle est verte. Si on est... non, bah, d'ailleurs, c'est toujours l'indicateur 1. Là, c'est une seule moyenne mobile. Donc, en fait, l'indicateur 2, il ne sert à rien. Ouais, non, donc, voilà pourquoi il y avait une exponentielle. Je vais la remettre. Parce que c'est d'autres choses. Autre chose que je vous montrerai. Donc là, par exemple, si on fait ça et que l'on compile... Là, si on revient donc sur la plateforme, a priori ça n'a pas été pris. Ça n'a pas été pris parce que normalement ça donne pas. Alors, close IMA, DCMA price close 0. Rate condition price inférieur indicateur 1. Ah oui, déclara identifier. Ah oui, j'ai mis un i minuscule. Donc en fait, il n'a pas changé, c'est normal. Voilà, je compile. Ben, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fait une faute quelque part. Indicateur. Ah oui, l'underscore. Allez, compile. Voilà, zéro erreur. Voilà, là vous voyez, on a quelque chose qui est là où tous les carrés sont remplis. Et par exemple, ici, sur l'euro-yen, on est dans une tendance baissière et on a un rebond technique. Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir, par exemple, sur l'euro-yen. Donc l'euro-yen, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on est effectivement dans une dynamique baissière, on le voit, hein, donc c'est baissier sur toutes les unités de temps. On a un rebond technique ici sur les petites unités de temps. Donc ça veut dire par exemple, bah tiens, est-ce que il est possible de venir
de venir vendre ici l'euro-yen, parce que c'est plus intéressant de vendre des rebonds techniques dans des tendances baissières et d'acheter des phases de consolidation dans des tendances haussières. Et ça, vous voyez le screener que l'on a là, eh bien il nous le montre bien ça. Ok ? Là on le voit, hein, on le voit aussi sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on est sur une tendance baissière ici sur toutes ces unités de temps là, et on a un rebond technique ici sur les petites unités de temps. Donc l'euro-dollar, on va aller le voir, il est là. Voilà, donc là on est baissier et puis on a un rebond technique, mais on voit d'ailleurs que sur le M5 on est sous la moyenne mobile. Vous voyez, la lecture du screener elle est aussi intéressante. Là par exemple si on met des alertes, bah on sera pas énormément, on sera pas informé de la même manière. Donc voilà, hein, les screeners, ça peut vraiment avoir d'autres utilités qui sont assez intéressantes. Là par exemple, ce type de configuration ici sur l'USD-CAD, où on est haussier sur toutes les unités de temps, ici sur toutes les unités de temps longues, et on est baissier sur toutes les unités de temps courtes, à part ici la moyenne mobile 1 où on reprend la hausse, et bien là ça peut être intéressant. Donc USD-CAD, voilà, on voit ici qu'on est dans une dynamique, un fond de tendance qui est bien haussière. Et on voit ici qu'on est dans une phase de consolidation avec une minute qui repasse à la hausse. Donc après, les paramètres peuvent être ajustés, mais ça peut être vraiment très intéressant ce type d'indicateur. Alors, bonjour, je viens de tomber sur votre live. Ouais, le livre, c'est aussi celui que j'utilise. Voilà, si tu es une grosse tendance, d'accord. Voici en cadeau un screener que j'ai utilisé. Alors, je vais juste checker le lien. Ok, bah, je vais vous le partager. Il n'y a pas de raison. Ouais, merci. J'avais vu avant vos messages. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions donc sur les screeners? Et puis, bon, je vous avais prévenu hein, au précédent cours que cette session serait un peu plus courte que les autres. Est-ce que vous avez des questions sur l'intégralité de la formation, sachant que cette formation, eh bien, c'est la dernière session aujourd'hui, puisque c'est cette session qui clôture cette série donc sur le trading algorithmique. Alors, il y avait une question de Gilles. Gilles, est-ce que tu peux réitérer ta question, s'il te plaît? Je crois que tu avais un problème de paramètres qui n'était pas enregistré. Est-ce que tu peux la réécrire, s'il te plaît? Et donc les autres, si vous avez des questions à poser donc, sur cette formation, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aura une dernière session dans 2 à 3 semaines dédiée aux questions que l'on aura sûrement? Alors, je vais vous le dire honnêtement, ce n'était pas prévu du tout, mais a priori vous êtes assez nombreux à poser ce genre de questions, c'est-à-dire de faire une session un petit peu récapitulative. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place avec ActiveTrade. Alors pas la semaine prochaine parce que je vais être absent, mais on va dire dans le courant du mois de mai, restez à l'écoute. Et je pense qu'effectivement, s'il y a vraiment une demande par rapport à ça, sur des questions, parce qu'effectivement, vous allez peut-être réfléchir sur certaines choses et peut-être que des questions vont se matérialiser par la suite. Donc effectivement, on peut étudier la faisabilité de cette session supplémentaire. Quand je modifie paramètres dans un indicateur, il ne les garde pas, même si j'enregistre.
Alors, Gilles, tu parles dans un code ou dans la fenêtre de paramétrage? Alors, je vais répondre à la question de Charles. C'est quelque chose que j'ai évoqué rapidement sur le backtest. Effectivement, j'ai exactement le même problème que vous. C'est-à-dire, quand je suis sur 31, eh bien, en général, c'est trop lent. Et quand je suis sur 32, c'est trop rapide. Je pense que la plateforme a été conçue à une époque où les ressources processeurs étaient beaucoup plus faibles que maintenant. Et en fait, cette variation, pour moi, c'est vrai que c'est une fonction que je n'utilise plus aujourd'hui parce que en fait le 31 effectivement est beaucoup trop lent et le 32 est beaucoup trop rapide. Donc c'est vrai que c'est totalement inutilisable. J'ai exactement le même problème et j'ai jamais trouvé de solution. Dans la fenêtre paramètres, ben je sais pas. Alors normalement quand tu es dans la fenêtre paramètres, alors attendez, je vais vous remettre sur l'écran vue. Hop. Donc normalement lorsqu'on est sur un paramètre ici, alors si on va se mettre par exemple sur un indicateur classique, normalement ici pour accéder aux paramètres il suffit d'attendre que l'infobulle s'affiche. Là par exemple je vais propriété sur le RSI, là je double-clique, je fais 14, Enter en général et OK. D'accord. Et là j'ai mon RSI qui est passé à 14. Ça normalement ça va fonctionner à chaque fois. Alors par contre c'est vrai que ce que tu dis peut-être c'est que dans les propriétés si tu fais remise à 0, si tu fais même 10 ici, que tu fais OK, d'accord, voilà, là tu as un RSI 10 et si tu reviens ici propriété, normalement le RSI doit rester à 10. Par contre si tu remets à 0, tu reviens au réglage qui est réglé dans le codage de l'indicateur. C'est-à-dire si on va chercher le codage du RSI, alors le RSI, voilà, on va cliquer sur modifier. Voilà, donc ça c'est le RSI tel qu'il est codé chez MT4. Là, la valeur par défaut ici, c'est la période 14. Donc à partir du moment où on va faire une remise à 0, eh bien en fait c'est le RSI 14 qui va se remettre en valeur par défaut. Il faut créer une boucle d'attente pour ralentir la vitesse 32. Et ça marche avec la fonction unTester alors. Est-ce qu'avec un screener comme EA, il faut faire un backtest pour optimiser le paramétrage? Si oui, comment faut-il procéder? Pour moi, il va falloir faire un backtest par sous-jacent. Donc ça risque d'être complexe. Le bouton enregistrer. Ah, ça y est, j'ai compris. Le bouton enregistrer. Alors ça, c'est autre chose. Alors bah tiens, je vais te le montrer sur le screener. Alors, hop, screener. Non, je vais peut-être te le montrer sur autre chose. Alors, on va voir si ça fonctionne là. Ouais, voilà, par exemple. Ici, j'ai une configuration. Et puis, je me dis, bah, par exemple, pour, je sais pas moi, pour un sous-jacent, je trouve que ici, j'ai un 75 qui est pas mal, un 25 qui est pas mal, et que ça marche bien avec un RSI 10. Et je veux enregistrer ces paramètres. Ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc ici, effectivement, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais enregistrer. Alors attends, normalement, enregistrer. Il doit m'ouvrir une fenêtre pour me proposer. Pourquoi je n'ai pas la fenêtre? Ah tiens, c'est un bug ou quoi? Ah non, me dis pas que la plateforme va planter encore. Bon, on va le faire sur le RSI parce que là, a priori, ça marche pas. Alors, hop. Donc ici, non, pardon, propriété de l'indicateur. Ça marche pareil avec les Expert Advisor. Hein. Donc, enregistrer ici. Ah, alors, oui, alors, d'accord. J'ai la fenêtre qui apparaît, mais... Alors, attendez. Ne bougez pas. En fait, c'est parce que voix... Non. Alors, pourquoi ma fenêtre n'apparaît pas? Elle doit se cacher derrière une autre fenêtre. Bon, bah là, ça fonctionne pas. Alors, attendez.
C'est dingue ça. Pourquoi ma fenêtre ne s'allume pas? Alors est-ce que ça me fait pareil avec un expert? Normalement ça devrait marcher. Alors je peux pas vous dire. Alors je vais essayer sur une autre plateforme. Peut-être que c'est encore une maladie liée à la réparation. Alors j'essaie d'ouvrir une autre plateforme. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la plateforme du compte démo. Alors, si par exemple, je veux changer ici, donc propriété moyenne mobile 20, ici dans paramètres. Alors, attends. Je vais le montrer sur autre chose. Ah ouais, non, là par contre on est sur compte, c'est pas grave, ouais, l'auto-trading il est, donc on va le faire avec un expert. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le Starbot par exemple, hop, on va mettre Starbot ici sur $yen. Ok, donc j'ai la fenêtre qui s'ouvre ici, donc ici j'ai mon paramétrage. D'accord, donc c'est une détection d'étoiles du soir, étoiles du matin. Là, si par exemple je veux changer 40, je vais mettre 30 et ici 80, je peux ici enregistrer. Voilà, donc là ça marche. Et là, vous voyez, vous allez enregistrer ce qu'on appelle un set. Ok, donc le set, ici on va mettre par exemple Starbot. Et puis je vais dire que c'est par exemple pour l'euro-dollar. Ok, donc ça c'est mon Starbot set euro-dollar. Ok, voilà, donc là j'ai mon enregistrement qui est fait. Par contre, ici, si j'enlève l'expert consultant, enfin l'expert advisor, et que je vais rechercher mon Starbot 3, et que je le remets sur le même sous-jacent, effectivement j'ai perdu, je suis revenu à 70-40. C'est-à-dire que là, pour retrouver mes réglages, il va falloir que j'aille faire charger, que je retrouve ici mon Starbot euro-dollar 7, et là je vais recharger mon 80-30. D'accord? C'est-à-dire que ce qui reste en paramètres par défaut, c'est toujours ce qu'il y a dans le codage. Par contre, ici, cette fonction chargée enregistrée vous permet d'enregistrer un set, hein, c'est comme settings, vous permet d'enregistrer un ensemble de réglages, par exemple pour l'euro-dollar, ou pour un sous-jacent, ou pour l'unité de temps M15, ou etc. etc. C'est-à-dire que ça vous permet, par exemple, d'avoir un robot, par exemple Starbot, que vous allez mettre sur plusieurs sous-jacents, mais ça c'est un robot qu'il faut optimiser. C'est-à-dire en fait quand vous l'achetez, il faut l'optimiser vous-même. Donc vous avez peut-être trouvé une optimisation pour le GBP USD en 1 heure, une optimisation pour l'euro-dollar en 1 heure, et puis une autre optimisation pour le GBP USD en M15. Donc quand vous avez trouvé votre optimisation, vous l'enregistrez ici en mettant GBP USD M15 par exemple. Et donc à partir du moment où vous allez vouloir trader avec ce robot et ce type de réglage, vous allez mettre le robot, vous allez charger votre ensemble de paramétrage et votre robot va être réglé directement. Ok. Autre question dans le A de mardi, pour les heures de mise en route, plage horaire, il n'y a pas une erreur sur le résultat? Je sais pas, j'ai pas testé, faudrait voir. Ça normalement si une boucle elle fonctionne parce que je l'utilise sur des PC que j'ai en production, enfin sur des experts que j'ai en production, donc j'espère qu'elle est bien codée parce que sinon non ça fonctionne bien. Moi je peux bien enregistrer mais mes modifs sont pas pris en compte quand je le rappelle. Non, il faut que tu charges. Il faut que tu charges. If time on time local.
Oui, ben ça en fait, moi ce que je fais, c'est que je vérifie si on est en dehors des heures. Si on est en dehors des heures, je dis à l'expert de ne pas être activé. Et ensuite, normalement, derrière, tu as un autre paragraphe avec un else, activation de l'expert égale true. Ouais, c'est comme ça que que je fais sur certains experts. Alors peut-être qu'après, effectivement, oui, ça c'est effectivement sur un algo qui peut être nocturne, comme par exemple si tu dis qu'il est activé seulement par exemple, entre 22 heures et 8 heures du matin, eh bien en fait, les conditions ne vont pas être les mêmes que si c'est un algo qui marche en journée, où il est à partir de 8 heures et jusqu'à 22 heures. Ok, c'est-à-dire que là, au niveau des heures, entre 22 heures et 8 heures, tu vas pas le coder pareil. Donc, effectivement, Gilles, là, en fonction de ce que tu veux faire, il faut le réécrire d'une autre manière. Parce que par exemple, si tu veux qu'il soit actif entre 22 heures et 8 heures, il faut dire que c'est actif soit quand l'heure est supérieure à 22, soit quand l'heure est inférieure à 8. Donc ça va être un ou, c'est-à-dire supérieur à 22 ou inférieur à 8. Si tu mets un et, ça ne sera jamais actif. Par contre, si tu mets de 8 heures à 22 heures, il faut que ce soit supérieur à 8 et inférieur à 22. Inférieur ou égal ou peu importe. D'accord? C'est-à-dire soit supérieur ou égal, c'est-à-dire supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 22. Donc en fait, en fonction de si tu fais un algo nocturne ou diurne, c'est pas du tout la même programmation. Donc il faut vérifier en fait dans le codage si donc là vu que c'est un et, a priori c'est un algo qui fonctionne. Non, là en fait s'il est inversé, c'est un nocturne. C'est-à-dire que là il va être désactivé entre le start time et le end time, stop time, d'accord, désactivé entre le matin et le soir, ça veut dire qu'il va être actif le reste. Donc là c'est pour un nocturne. Donc après il faut essayer de retrouver la logique, hein, bien sûr. Bonjour GG. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ensemble de cette formation? Alors donc, en ce qui concerne le screener, vous me dites ce qui peut vous intéresser en termes de screener, soit un indicateur de surachat sur vente, soit un indicateur de trend. Et je le mettrai donc un petit peu comme j'ai fait pour l'indicateur, un screener donc qui sera disponible totalement gratuitement, que vous pourrez installer sur une plateforme démo ActiveTrade que vous avez normalement déjà dû télécharger. Donc là on peut en discuter, à savoir si vous voulez un screener de tendance ou un screener de surachat sur vente. On peut aussi faire les excès de bande de Bollinger, donc quelque chose de simple. Vous pouvez, on peut en parler maintenant et donc je vous coderai ça rapidement et je le mettrai à disposition dans la boutique du site boursicoté.com et donc il sera accessible gratuitement comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intégralité de cette formation? Et si tu mets le screener sur ton site sur les paires majeures, on a juste à les consulter. Alors ouais, ça c'est une idée que j'avais eue. Effectivement, le problème c'est qu'il faut récupérer ce visuel ici. Il faut créer ce qu'on appelle un iframe pour que ce visuel soit mis en temps réel sur le site internet. C'est pas simple. Déjà pour vous dire, rien que pour envoyer mes signaux de trading sur le site internet d'une manière totalement automatisée, il a fallu que je cherche un bon moment.
Si tu sais générer un fichier au format HTML, moi après je sais faire un iframe pour le récupérer rapidement, pour le récupérer facilement. Ça c'est quelque chose, il y a des iframes, il y en a quelques-uns sur le site. Alors le problème c'est que c'est pas très... le problème de l'iframe c'est qu'il y a des failles de sécurité, ce qui fait qu'en fait si votre navigateur internet il est vérolé par certains malwares. En fait, à la place de l'iframe, eh bien, vous allez avoir des publicités non désirées qui vont s'afficher à la place. Donc en fait, quand on fait de la conception de site web, on évite maintenant d'utiliser des iframes, même si certains, par exemple MQL5 ou MyFXBook, si vous voulez intégrer vos résultats sur votre site, eh bien, ce sont des iframes. Bon, on essaye d'éviter maintenant quand on fait de la conception web, parce que si on en met trop sur une page, en fait Google il déclasse le référencement. Donc on évite d'en mettre de trop. Mais c'est vrai que des fois c'est la seule solution en fait. Voilà, dans un cadre général, est-ce que cette formation vous a plu? Alors je sais que pour les débutants ça pouvait être compliqué. Certains qui sont déjà bien calés en programmation n'ont peut-être pas appris grand-chose. Mais voilà, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose qui intéresse si possible tout le monde. Donc j'espère que chacun y a trouvé des petites informations pour continuer à progresser. Et avec Screener et EA, pas de risque de pirates, hameçons et autres. Normalement non, parce qu'en fait j'ai l'impression que MetaQuote a bien fermé toutes les conditions. Par exemple, générer un clic vers une adresse URL, vers une URL, c'est assez compliqué en fait dans un code. Honnêtement, moi j'ai voulu le faire, par exemple, effectivement pour le seul endroit où on peut le faire, je vais vous montrer. Le seul endroit où c'est prévu de le faire, c'est ici. Ah, voilà. Dans les paramètres, ici dans le général, voilà, dans le à propos. Ici, vous voyez, si j'ai copyright ici 2019 IQ91, là si je fiche la page, voilà, vous voyez, il y a un lien qui s'affiche où je renvoie ici sur boursicoté.com. Il n'y a que à cet endroit-là que il est facile d'intégrer un lien dans le codage d'un algo. Sinon, c'est très compliqué. Pour générer dans le code une redirection URL ou quelque chose, ou alors moi je ne sais pas faire, peut-être que d'autres qui sont plus calés en code que moi savent, mais moi je ne sais pas faire. C'est compliqué, par exemple, là par exemple, si sur l'indicateur j'ai GBP JPY et je voudrais cliquer dessus pour me donner par exemple une explication sur le GBP JPY, j'ai pas trouvé de solution. Alors, si on veut utiliser MyFXBook, comment on relie notre EA MT4 à MyFXBook? En fait, il faut tout simplement... alors, attendez, j'en ai peut-être un, là. Alors, on va effacer ça. Alors, bon, peut-être que je l'ai là. Dans les experts, je vais vous montrer. C'est assez simple. En fait... Voilà, vous avez un expert advisor que vous pouvez télécharger qui s'appelle MyFXBook, il est là, vous voyez. Et en fait, MyFXBook ici, vous le mettez sur alors vous le mettez sur un VPS ou sur votre plateforme. Donc ça, en fait, vous le téléchargez cet expert sur le site MyFXBook. Ici, vous mettez vos identifiants, c'est-à-dire votre mail MyFXBook et votre password. Ok, ça c'est l'intervalle de publication des résultats. D'accord, montrer les logs, montrer la fonction debug. Là, il faut, au niveau du général, il faut autoriser les importations de DLL. Ok. Dans le à propos, bon ben là voilà, vous voyez par exemple là vous avez la fonction MyFXBook. Et donc quand vous faites, donc il faut autoriser le trading automatique. Et quand vous mettez donc cet expert sur un sous-jacent, avec vos paramètres de connexion ici MyFXBook, eh bien il va vous créer un nouveau compte directement et vous allez avoir donc l'évolution de votre compte
sur MyFXBook. Alors après, la question c'était relier un EA. Ça, c'est possible de le faire à partir du moment où au niveau de l'expert que tu utilises, tu vas voir un magic number. Eh bien, tu peux filtrer les résultats de ton expert sur un seul magic number. Donc, à partir du moment où tu n'as qu'un robot qui a le même magic number, eh bien, tu peux avoir un résultat donc de ton EA sur MyFXBook, même s'il y a d'autres positions qui sont prises sur le compte, mais tu auras les résultats de l'EA sur ton compte, en fait, qui sera repris sur MyFXBook. Très instructif, merci beaucoup. Sinon, là, on laisse ton nom et boursicoté, ou pas si on le modifie. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Vous savez, il y a des gens qui se gênent pas. Hein. Des notions pour comprendre des EA existants, puis en écrire plus tard. Ouais, bah, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors après, c'était rapide, hein, parce que sur les EA, on avait 1h30 pour en parler. Je vous ai montré, en gros, hein, comment comprendre des EA. Après, vous avez des EA qui sont super compliqués. Hein. Donc, moi, je vous ai montré des EA simples. Moi, les EA que je fais sont simples. Après, vous avez des experts qui sont très compliqués. Moi, mes EA font 300-400 lignes. Quand vous avez des EA qui font 1000, 1500, 2000 lignes, c'est plus compliqué. Hein. Surtout s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a rien du tout, bah, c'est pas simple. Hein. Donc effectivement, les experts, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je vous ai montré, c'est des experts relativement basiques. Après, dans les Expert Advisor, vous avez énormément de choses. Hein. Est-il possible d'avoir l'EA générique en version MT5? Non, je suis désolé, je n'ai pas encore le niveau encodage MT5 pour pouvoir, même mes propres experts, en fait, j'ai pas le niveau pour les traduire en MT5, ils ne fonctionnent actuellement que sur MT4. Donc je suis désolé, ne l'ayant pas pour moi, je ne peux pas vous le transmettre. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, ça va donc être la fin de cette formation. Bah donc, alors, tenez-vous attentifs donc au site boursicoté.com. Il y aura des notifications, notamment au niveau de la boutique, quand le screener sera disponible. Donc si vous avez, vous serez aussi normalement informé si vous êtes inscrit auprès d'ActiveTrade. Je vous rappelle que le screener sera donc, vous pourrez l'utiliser sur votre plateforme MT4 ActiveTrade. Et donc le screener sera totalement gratuit. Après, donc, ben, si vous avez aimé ou si vous avez des suggestions à faire pour les prochaines formations, n'hésitez pas à me les faire remonter. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à m'écrire hein, durant toute cette formation. Les commentaires étaient très positifs dans l'ensemble, donc ça je vous en remercie. N'hésitez pas à faire remonter aussi à ActiveTrade vos impressions. Je vous rappelle que cette formation, c'est suite à vos demandes qu'ActiveTrade m'a demandé de la monter. Donc on vous a écouté, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y avait une demande qui était forte, hein, que vous me soumettiez souvent lors des trading live. Vous m'en avez souvent parlé. Moi, je vous ai dit, bah, écoutez, faites la demande à ActiveTrade. ActiveTrade m'a demandé de monter cette formation. Au début, il était question que d'avoir une seule formation de 2 heures. Vous voyez la densité de la formation qu'on a eue. Si j'avais dû condenser tout ça en 2 heures, ça aurait été très compliqué. Il y a eu beaucoup de demandes. Donc ActiveTrade m'a dit, ok, on va faire plusieurs sessions de 1h30 et donc la session totale, on a fait 8 fois 1h30. On a plus souvent débordé que terminé avant, donc je pense qu'on doit être autour de 15 heures de formation cumulées lors de cette session. Voilà, c'était une demande qui était forte, vous étiez de nombreux inscrits, au niveau du nombre d'inscriptions, vous étiez nombreux, donc c'est un très bon résultat pour nous. N'hésitez pas à donner vos impressions, même à me redonner vos impressions par le biais du formulaire de contact donc sur le site boursicoté.com. Et si vous le réclamez, eh bien, il pourra y avoir effectivement une session récapitulative avec des questions générales.
Alors une formation sur MT5, c'est un challenge. Là, honnêtement, ça sera pas moi qui vous la fera parce que tout simplement MT5, j'ai essayé de regarder, de mettre le nez dans le code et c'est trop compliqué pour moi. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Merci en tout cas à tous. Alors, c'est ce que, effectivement, GG, hein, il reste du boulot, mais vous savez, moi, ça fait des années que je programme des algos et je continue encore à progresser. Hein. Je vous rappelle que c'est pas mon métier d'origine, donc j'ai appris en fait la programmation pour programmer mes algos et j'en apprends encore tous les jours. Hein. En plus, bon, dans ma sphère de connaissances, il y a des gens qui sont bien meilleurs codeurs que moi, donc qui me filent des petits trucs de temps en temps. Donc vous savez, si vous partez, le seul message moi que je me permettrai de vous donner, c'est que comme je dis souvent, moi je pars de zéro en termes de programmation et même en termes de trading. Hein. C'est-à-dire que je suis arrivé au trading, j'avais aucune formation financière, j'ai jamais fait une école de trading et j'ai vraiment appris en tant qu'autodidacte le trading et la programmation. Et effectivement, il m'a fallu du temps, mais voilà, mon système algo, ça fait quelques années qu'il est rentable. Il n'a pas toujours été, hein, c'est-à-dire au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des pertes, et puis au fur et à mesure j'ai amélioré les résultats, j'ai maintenant des résultats qui sont très bons. Donc ce que je veux dire, c'est que même en partant de rien, vous avez du temps, mais il y a de quoi y arriver. C'est-à-dire que si j'y suis arrivé, c'est que c'est possible. Hein, donc c'est le travail paye toujours. Donc à partir du moment où vous apprenez, vous documentez, on a la chance phénoménale maintenant d'avoir Internet où en 3 clics de souris, on peut avoir un contenu de connaissances quasi illimité. Donc il faut vraiment profiter de ça. Moi je peux vous dire que c'est grâce à ça que j'ai réussi à apprendre et que bah voilà, c'est possible d'y arriver. Il faut juste aller avoir la curiosité d'aller chercher les informations. Les Russes ne cherchent pas à fusionner MT4 et MT5, si, mais il était même à un moment question de supprimer MT4, mais devant la pression des programmeurs, en fait, je crois qu'ils sont en train de reculer. Alors, les replays hein, je vous rappelle qu'ils sont accessibles effectivement quand vous êtes inscrit à la formation Shakiftrade. Donc, pour avoir accès au replay après la formation, le setup sera le même, c'est-à-dire vous pourrez, il y aura un espace où vous pourrez accéder à l'intégralité des replays et donc vous pourrez vous inscrire à cette formation a posteriori. Je code en MT5 et j'ai suivi cette formation pour voir MT4, le codage est à 90% identique. Ouais, on ne doit pas parler du même MT5 alors. Pour les férus de VB1, on peut également parler des deux. J'ai MT4 pour les CFD, MT5 pour les actions. Mais c'est pénible d'avoir deux plateformes. Ouais, je viens de croire. Access, exemple de changement externe MT4, input MT5. J'espère juste cette fusion MT4 et MT5. Ben, moi j'espère en tout cas qu'ils fusionneront pas en gardant le programme, en gardant le langage MT5. Enfin bref, c'est un avis personnel. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions particulières, sachez que j'ai été enchanté de vous présenter cette formation. Donc voilà, n'oubliez pas donc de liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Donc on se retrouve demain pour un prochain trading live, hein, toujours en ma compagnie. Ça sera le dernier trading live du mois. Sinon, je vous souhaite une bonne continuité dans votre trading. Et puis donc à très bientôt sur le site boursicoté.com ou sur le site ActiveTrade. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur le web.